sans plus attendre. On s'est arrêté au niveau de la distinction des analyses textuelles. J'avais dit que nous avons les analyses lexicales, les analyses linguistiques et les analyses cognitives. L'objectif de la séance d'aujourd'hui est plus ou moins de passer à l'analyse de contenu thématique dans un premier temps. Mais avant cela, je rappelle que les analyses auxquelles on fait appel le plus en marketing en RH sont les analyses thématiques de contenu et les analyses lexicales. Pour tout ce qui est analyse syntaxique, oui, on fait appel à cela, mais à une moindre mesure. Et parfois, on fait appel aussi à la théorisation ancrée. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'analyse thématique de contenu ainsi que l'analyse de la théorisation ancrée. Donc je vais commencer par l'analyse de contenu. Alors je vais m'assurer que tout le monde est avec nous déjà. D'accord. Très bien. L'analyse de contenu. On fait appel à l'analyse de contenu pour passer d'une forme textuelle à une synthèse. D'accord. Cette synthèse pourrait se baser sur des thèmes qui auraient été plus ou moins conçus avant l'analyse ou après l'analyse. C'est la différence entre l'analyse thématique de contenu et la théorisation ancrée. Donc, l'analyse de contenu, elle se caractérise par sa flexibilité. Et lorsque je parle de contenu, je ne parle pas uniquement du contenu textuel. C'est-à-dire qu'on peut aussi réaliser une analyse de contenu sur des vidéos, sur des audios, sur des images, sur des textes, sur des extraits de textes, sur des revues, sur des magazines, sur des journaux, de tout type de contenu. D'accord? Et donc, c'est pour ça que ça reste plus ou moins la méthode la plus populaire et la plus simple à mettre en œuvre. Pour un peu d'histoire, et c'est important quand même, c'est que l'analyse de contenu était conçue dans la période d'entre les deux guerres mondiales. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que c'est important de comprendre le contexte d'une analyse pour comprendre ses objectifs, ainsi que sa démarche méthodologique. Entre les deux guerres, il y avait les deux camps, et donc on était en train de penser à un moyen qui permettrait, plus ou moins, de rester en veille par rapport à tout ce qui se dit, aussi bien dans notre camp que dans le camp adverse. Et donc, il fallait faire une note de synthèse et une revue de presse d'un ensemble de titres, plus ou moins, de revues, de journaux ou autres. Et il fallait aussi passer vers des aspects de codage. Et donc, l'analyse thématique de contenu, est-ce que là vous arrivez à me voir? Attendez, on n'est pas clair. D'accord, maintenant c'est plus clair pour l'écran? Ok. Est-ce que l'écran est clair? Très bien. Donc, j'explique. L'analyse de contenu essaie plus ou moins de repérer des fractions de mots, des fractions de texte qu'on appelle des unités de sens. Et donc, lorsqu'on se retrouve avec énormément de contenu à analyser, on ne peut plus se permettre
de s'attarder à tout ce qui aurait été écrit ou tout ce qui aurait été dit mot à mot. Et donc, au lieu de lire intégralement tout un texte ou tout un contenu, on va chercher des fractions de ce contenu. Et donc, ces fractions de contenu pourraient être des mots, pourraient être des phrases, pourraient être des termes, pourraient être des lexiques, pourraient être des extraits, pourraient être des pronoms, peu importe. Et donc, l'analyse thématique de contenu, ou l'analyse de contenu d'une manière générale, c'est lorsqu'on cherche tout type d'unité de sens. Oui, Madame Hind, c'est trop petit, mais juste après, je vais passer à une illustration, je pense, un peu plus étoffée. Attends. Oui, voilà. Maintenant, j'explique. Hein. Tout de suite après, je vais illustrer exactement, mais j'explique d'abord le contexte. Et donc, je disais, l'analyse de contenu, c'est lorsque je cherche tout type de contenu, mais l'analyse thématique de contenu, c'est lorsque je cherche à rattacher chaque unité de sens à une thématique bien identifiée. Et donc, comme vous voyez ici, j'ai des thématiques en rose, j'ai des thématiques en vert, j'ai des thématiques en bleu, et donc là, c'est une analyse de contenu thématique. Lorsque j'analyse du contenu, je ne sais pas exactement quel contenu je suis en train de chercher, là, je peux parler d'analyse de contenu généraliste. Est-ce que c'est clair déjà par rapport à l'analyse de contenu et l'analyse de contenu thématique? L'analyse de contenu, c'est lorsque j'analyse tout type de contenu pour avoir des unités de sens. Ces unités de sens pourraient être des verbes, pourraient être des expressions, pourraient être des fractions de mots, ça pourrait être n'importe quoi. Mais lorsque ce que je cherche sont des mots que je cherche à identifier et que je cherche à regrouper sous des univers sémantiques un peu plus grands, ce qu'on appelle des unités de sens encore plus grandes, là, je suis dans l'analyse thématique de contenu. Et donc, l'analyse, plus ou moins, consiste à commencer par avoir des fractions de contenu, par la suite, attribuer des codes à ces fractions de contenu, et par la suite, ces codes vont donner lieu à des sous-thèmes, et par la suite, ces sous-thèmes donneraient lieu à des thèmes. Et donc, c'est une démarche scientifique. C'est une démarche aussi qui est organisée. Donc, je commence par découper le texte en contenu. Par la suite, j'attribue des codes, ce qu'on appelle le codage. Hein. J'attribue des codes à chaque fraction de contenu. Par la suite, chaque fraction de contenu ou chaque code va appartenir à une catégorie que je vais appeler sous-thème. C'est une catégorie de sens. Et chaque catégorie de sens, par la suite, va être affectée à une thématique. Là, j'illustre par un exemple. Le marché de l'intelligence artificielle. Donc, imaginons que j'ai effectué plus ou moins une analyse de type guide d'entretien semi-directif avec des experts et qui me parle un peu de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un texte que j'ai trouvé sur Internet, mais qui montre clairement les codes, hein, le codage par rapport à chaque fraction de texte. Mais bon, hein, dans l'analyse de contenu, l'intérêt, c'est que je pourrais travailler avec plusieurs langues d'une manière simultanée. Et c'est le grand avantage des analyses de contenu. Hein, c'est que je peux travailler avec tout type de contenu, tout type de langue, tant que je m'intéresse à quoi? Au code. Je ne m'intéresse pas à ce qui aurait été dit. Et c'est ça le principe du codage. Hein. Le codage et l'analyse de contenu thématique, ce sont deux choses qui sont trop liées. Donc là, je m'intéresse à des codes. Et donc ces codes pourraient être, peut-être que ils pourraient être dans un texte en français, en arabe, en anglais, peu importe. Mais le premier travail va être celui de repérer les codes. Et donc là, dans l'écran que vous voyez devant vous, j'ai par exemple un entretien d'expert qui me parle un peu de l'essor plus ou moins de l'intelligence artificielle, ce que les gens disent, ce qu'il y a à connaître, ce qu'il y a à apprendre, etc. Et donc, après avoir réalisé le guide d'entretien, je vais faire la retranscription. Donc, la retranscription, ça va être la prise du texte lui-même et la réécriture mot à mot de tout ce qui aurait été dit, aussi bien par le chargé d'études que par le répondant lui-même. C'est pour ça que j'ai dit, une fois nous avons un texte, nous pouvons commencer l'analyse du contenu
peu importe le point de départ. Le point de départ pourrait être un guide d'entretien, pourrait être un texte que j'aurais pris d'Internet, pourrait être de la nettographie, pourrait être un texte existant, peu importe. Et donc, j'essaie par la suite de repérer s'il y a des termes qui m'intéressent. Alors, nous avons deux manières de faire les choses. Nous avons l'analyse de contenu thématique a priori et l'analyse de contenu thématique a posteriori. L'analyse thématique a priori, c'est lorsque les thèmes sont déjà connus préalablement, c'est-à-dire la problématique est connue, j'ai des axes de mon guide d'entretien et donc je connais mes thèmes. Par exemple, ici, je connais les thèmes d'une manière générale, c'est que je parle plus ou moins des acteurs de l'intelligence artificielle dans le monde, je parle des process de l'intelligence artificielle dans le monde et non, la ground theory, c'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra vers la fin pour Walid. Pour Walid, c'est lorsque les thèmes ne sont pas connus préalablement. Ils n'émanent pas d'un cadre conceptuel. La ground theory, c'est lorsque les concepts sont à découvrir après coup. Après avoir fait la retranscription et après avoir fait la découverte, c'est là où on essaie de comprendre. Par contre, là, je suis dans le premier cas de figure. Le premier cas de figure, c'est lorsque euh, j'ai un cadre conceptuel et c'est le cadre conceptuel qui va donner lieu au guide d'entretien. Le guide d'entretien va reprendre ces axes du cadre conceptuel et il va les poser sous forme de questions et donc c'est une déclinaison. Et par la suite, tous les contenus que j'aurai vont être des contenus que je vais catégoriser en fonction des axes issus du cadre conceptuel. Et donc là, je suis dans une perspective plus ou moins c'est ce qu'on appelle une analyse qualitative inductive hein, ou déductive. Donc là, je suis dans l'analyse qualitative déductive, c'est-à-dire à partir de code, je vais chercher les termes et ne mélangeons pas c'est l'induction, la déduction pure. Là, je parle d'une analyse qualitative textuelle inductive et analyse qualitative textuelle inductive. Là, je suis dans une analyse qualitative, textuelle, déductive. C'est-à-dire les codes sont connus préalablement et à partir de ces codes qui sont connus préalablement, je chercherai des fractions de texte que je pourrais coller par rapport à ces codes-là, que je pourrais attribuer au code. Et donc, je ne vais plus découvrir de nouveaux codes. C'est pour ça que je suis dans une analyse qualitative, textuelle, déductive. Et donc, les codes ici sont connus, les acteurs, les process, etc. Et donc, je chercherai chaque terme que je vais attribuer à un code. Et quand vous voyez, les codes ici se répètent. Hein. Par exemple, pourcentage, pourcentage, pourcentage. Là, j'ai organisation, organisation, organisation. Vous voyez, par la suite, je vais m'intéresser uniquement aux organisations et non au texte lui-même. Est-ce que c'est clair par rapport à ce point, avant de passer au point suivant? Je répète, l'analyse textuelle déductive, c'est lorsque je connais les thèmes, je connais les codes et je vais chercher à attribuer chaque fraction de contenu à un code qui est déjà connu. Et ça, c'est le principe méthodologique de certains logiciels comme NVivo. Alors là, je vais répondre à une question qui a été posée la séance dernière. La différence entre NVivo et Trop. Pour NVivo, je commence par concevoir les codes d'abord et après je cherche des fractions de contenu qui vont correspondre à ces codes préalables. À l'inverse, lorsque je suis dans l'analyse qualitative textuelle inductive, lorsque je n'ai pas d'idée préalable sur les codes que je pourrais avoir, là je fais appel au logiciel Trop. Et donc Trop ne nécessite pas de codage préalable. Et donc, si vous faites appel à NVivo, ça va être énormément de travail en amont, rien que pour repérer les codes. Et il faudrait faire ce qu'on appelle le double codage, c'est-à-dire faire des codes vous-même et demander à une deuxième personne neutre de refaire les mêmes codes pour contrecarrer le biais de subjectivité du codage. Et ce n'est qu'après avoir défini la liste de codes, ou l'arbre des codes, ou les scénarios de code, c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez analyser les textes en fonction des codes préétablis. C'est comme si vous faites une fouille
une recherche dans le texte par rapport à des codes préétablis. Trop n'a pas besoin de faire tout cela. Avec trop, ça suffirait juste de revoir les scénarios globaux. Ou alors, si le scénario de trop permet de faire l'analyse, on n'a même pas besoin de refaire ou de refaçonner le scénario de trop. En tout cas, je vais parler de trop ultérieurement. Est-ce que cette méthode répond... alors, je vais essayer de répondre aux questions avant de passer au point suivant. Alors, pour Mohamed Oubel, d'un point de vue méthodologique, peut-on combiner les deux possibilités? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, je peux commencer par trop uniquement pour identifier des fractions de texte et faire appel à NVivo, par exemple, pour faire une analyse de contenu thématique sur les fractions de texte que j'aurais sélectionnées uniquement à travers trop. Rien n'empêche de faire des triangulations entre les logiciels, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, Trop a la possibilité d'être couplé à d'autres solutions logicielles et qui permet de faire carrément de la feuille de données. Autre question, est-ce que cette, euh, est-ce que cette méthode répond à un souci de masse? Ben oui et non, hein, oui et non. Mais bon, à vrai dire, moi, le codage comme ça, je peux pas le faire avec des textes de masse. Je pense pas. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de faire un codage dans un échantillon de texte qui soit représentatif. Et par la suite, je vais pouvoir extrapoler ça sur tout le texte. Mais si le texte à venir contient des fractions que je n'avais pas vraiment découvertes au préalable, non. Donc pour moi, le souci de masse pourrait être traité par trop, beaucoup plus que par InVivo. Hein, quoique tous les logiciels sont adaptés à des données textuelles de masse. Là, je parle juste de la quantité de travail nécessaire avant de réaliser chacune des analyses. Monsieur Rodouane, Monsieur Edi, dans le cas, par exemple, des thèmes émergents lors du codage, autres que les thèmes définis au départ. Exactement. Le logiciel Trop vous permet de découvrir beaucoup de nouvelles choses chemin faisant. Alors que le logiciel NVivo, généralement, il vous permettrait pas de découvrir quelque chose en dehors des cadres et des codes prédéfinis. Et donc, si vous voulez découvrir de nouvelles choses, ben, il faudrait refaire le codage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, Monsieur Mehdi Jdou, non. Trop est orienté vers l'analyse qualitative inductive et non déductive. C'est-à-dire, je ne vais pas me baser sur les codes pour analyser le contenu. Trop, il commence par le texte. Et à partir du texte, il va me dire qu'est-ce qu'il y a à apprendre en matière de code ou en matière d'unité de sens, ce qu'on appelle les univers de référence. Très bien. Je pense qu'au fur et à mesure, vous allez comprendre un peu mieux. Donc, étape numéro un, je commence par attribuer des codes à chaque fraction de contenu. Étape numéro 2, chaque fraction de contenu ou chaque code, en fonction des codes que j'ai attribués, va donner lieu à une sous-thématique. Par exemple, tout à l'heure, j'ai eu ici organisation, des organisations, Microsoft, Microsoft, IBM, Google et Baidu, comme vous voyez. Donc ce sont les principaux acteurs de l'intelligence artificielle. Et donc, moi, je travaille sur les acteurs principaux de l'intelligence artificielle. Or, les acteurs principaux de l'intelligence artificielle sont aussi des organisations, mais ce sont des régions du monde. Parce que nous avons des concentrations dans des régions du monde, par exemple Silicon Valley, par exemple l'Asie du Sud-Est, par exemple, nous avons ici euh, l'Estonie et compagnie. Et donc, ça pourrait être des régions du monde. Et donc, ce que j'avais des codes. En fonction des codes, je vais attribuer chaque fraction de contenu à une sous-thématique. Et par la suite, chaque sous-thématique va donner lieu à une thématique principale. Et c'est comme ça que je vais partir du général vers le particulier, mais toujours selon une logique qui aurait été
contrôlé par moi-même. C'est-à-dire, je cherche toujours dans l'univers des acteurs. Et donc, une fois nous prenons ces fractions de contenu-là, nous allons les proposer dans une grille générale de lecture. Donc, cette grille générale, elle va présenter les catégories de thèmes et de sous-thèmes. Par exemple, ici, on a eu les acteurs. Et les acteurs, plus ou moins, font partie de la catégorie thématique générale, la confiance dans les acteurs. Par exemple, moi, mes thématiques générales étaient d'abord les besoins en intelligence artificielle. Et donc, il y a les données traitées par les personnes ou par les entreprises qui ont le besoin et les sources de données pour lesquelles ils ont le besoin. J'ai deuxième axe, par exemple, confiance dans les acteurs. Et j'ai troisième axe, par exemple, c'est l'usage de l'intelligence artificielle. Et imaginons que j'ai effectué beaucoup d'interviews avec beaucoup de répondants. Et donc, les fractions de texte, elles vont émaner de plusieurs interviewés, comme vous voyez ici, mais je vais faire une analyse thématique. Et donc, comment je vais analyser tout ça? Je vais analyser cela par la méthode d'interprétation de données relativement simple, qui est l'analyse horizontale et verticale. D'abord, je commence par l'analyse verticale, c'est-à-dire j'essaie de comprendre plus ou moins le souci de chaque répondant qu'on prend dans son profil, et il ne faut jamais rater cette séquence-là. Pourquoi? Parce que, et peut-être que je mettrai un autre enregistrement ultérieurement sur les aspects épistémologiques de la recherche, généralement, vous êtes interprétativiste, hein, d'une manière générale. Or, aujourd'hui, nous avons aussi les démarches plus ou moins post-positivistes qui font aussi appel à des extraits pareils ou à des analyses pareilles. Donc, généralement, si vous êtes ancré dans l'interprétativisme, vous savez que les critères de validation de la connaissance chez les interprétativistes sont l'idiographie et l'empathie. Donc revenez vers Tietar pour reprendre cela, ou alors je mettrai une vidéo assez rapidement sur cela, sur les critères de validité de la connaissance. L'idiographie et l'empathie. L'idiographie, c'est-à-dire c'est l'analyse du cas par cas, et l'empathie, c'est-à-dire la qualité de se mettre à la place des autres. Donc on ne peut jamais avoir de degré d'empathie sans contextualisation et sans prise en considération du contexte historique et temporel surtout. Et donc l'analyse verticale a pour objectif d'abord de contextualiser chaque répondant. C'est-à-dire, je vais parler du premier répondant, c'est quoi son contexte, qu'est-ce qu'il a comme besoin, il a confiance en qui, il travaille où, il utilise la comment, il est qui déjà, il a quel profil, donc le maximum d'informations que je pourrais avoir sur chacun des interviewés. Par la suite, je passerai à l'analyse horizontale. Donc l'analyse horizontale, c'est une analyse thématique, c'est-à-dire par thème, comme vous voyez ici. Donc c'est l'analyse par thème. Et donc les synthèses que je pourrais proposer vont être des synthèses tout simplement par thème. Par exemple, les entreprises ou les experts recensés nous ont dit que les entreprises ont beaucoup de besoins en matière d'intelligence artificielle, surtout parce que ils ont des données qui sont trop nombreuses et que cela est très difficile à traiter. J'ouvre des guillemets et je mets les données sont trop nombreuses, je ferme les guillemets, je mets entre parenthèses le répondant qui aurait dit ça. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'illustrer par des verbatims. Et donc, ça va être une synthèse phraséologique, hein, rédactionnelle, que vous allez mettre. Il y aurait beaucoup de points de vue plus ou moins subjectifs de votre mais quand même, vous aurez à illustrer par des fractions de texte. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour l'analyse thématique de contenu. Je commence par des codes. Je cherche des fractions de contenu en fonction de ces codes. J'attribue les codes à des sous-thèmes ou à des thèmes. Comme vous voyez ici, catégorie de thèmes, là j'ai le thème, c'est le besoin, et les sous-thèmes sont les données traitées et les sources de données. Et par la suite, je vais prendre les axes qui sont des thèmes et des sous-thèmes qui vont devenir les titres. Et par la suite, je vais rédiger
d'une manière phraséologique. C'est comme si je raconte à quelqu'un. C'est pour ça que l'analyse interprétativiste ou la perspective épistémologique interprétativiste, c'est une perspective de résultat qui se base sur la valeur ajoutée subjective du chercheur, hein, du chercheur. C'est comme si vous êtes en train de raconter à quelqu'un des choses, et donc il y a beaucoup d'entremise dans votre personne dans les résultats. C'est bien et c'est mauvais, hein, ça dépend de la perspective que nous avons, mais c'est bien parce que puisque vous avez analysé les cas un à un et puisque vous avez eu suffisamment d'empathie, là vous avez suffisamment de profondeur pour nous raconter les choses selon un degré de profondeur que vous avez vu et non selon la distance que nous avons, nous, les lecteurs, de ce que vous dites. Et donc, l'analyse verticale ou l'analyse horizontale, ça pourrait être, comme réponse à Sir Douane Msoudi, ce que j'ai ici, ce sont des interviews. Peut-être que j'aurai des cas. Peut-être que j'aurai des cas, des études de cas. Lorsque j'aurai des cas, j'aurai des interviewés à l'intérieur de chaque cas. Et donc, l'analyse horizontale, pardon, l'analyse verticale, ça va être l'analyse euh, inter-cas et l'analyse intra-cas, c'est-à-dire inter-cas entre les cas, les distinctions entre cas, mais je suis toujours dans une perspective verticale. Intra-cas, là, je vais voir les entretiens que j'ai réalisés à l'intérieur de chaque cas, mais je suis toujours dans la perspective horizontale. Pardon, je suis toujours dans la perspective verticale. L'analyse horizontale, ça va être lorsque je vais traiter la thématique en passant à travers toutes les entreprises et tous les cas que j'aurai recensés. Maintenant, le cas particulier de la théorisation ancrée. Donc, le cas particulier de la théorisation ancrée, c'est tout simplement lorsque je n'ai pas de code préalable, je n'ai pas de thème préalable. Et donc, lorsque je vais commencer par avoir des fractions de contenu, attribuer des codes à chaque fraction de contenu, donner des sens, mais là, j'aurai une perspective itérative où je vais revenir à la nature. Est-ce que mes résultats sont en concordance avec des choses qui sont connues, avec des corpus de connaissances plus généralistes? Dans ce cas, je vais refaire une analyse de revue de littérature et je verrai comment je pourrais donner des sens à chaque code. Et en fonction de cela, je vais refaire un recodage. C'est un deuxième codage. Ce n'est pas un codage qui est fait juste par une deuxième personne comme le cas de InVivo, non. C'est un deuxième codage que j'ai fait suite à une comparaison des premiers codes que j'avais eus avec la revue de littérature. Donc, ce sont des allers-retours entre le codage et la littérature pour voir est-ce qu'il y a des concordances, est-ce qu'il y a des connaissances nouvelles, etc. En fonction de cela, je vais refaire le recodage et je vais réanalyser le même texte une deuxième fois. Mais maintenant, ça va être pour m'attarder sur des codes nouveaux, pour retenir des codes ou alors pour éliminer certains autres codes. Donc, ça, c'est le principe de la théorisation ancrée, s'appelle The Grounded Theory de Glaser et Strauss. Est-ce que c'est clair par rapport à ce premier point avant de passer au deuxième point qui est l'analyse du discours? Donc, pour si Walid, est-ce que c'est possible de prendre en considération un code ou un thème qui émerge au cours de l'analyse? Euh, Dans ce cas, vous êtes dans la théorisation ancrée. C'est-à-dire, had le code ou le thème qui émerge au fur et à mesure de l'analyse, euh, à quoi vous allez le coller? À quel cadre conceptuel vous allez le coller? Là, vous avez vraiment besoin de revenir un peu à la littérature. Et donc, vous avez fait de la théorisation ancrée, tout simplement. Donc, la théorisation ancrée pourrait être totale ou partielle. J'espère que j'ai répondu à votre question, si Walid.
Pour Nada Hassani, comment gérer la masse d'informations dans le cadre de l'analyse horizontale lorsque nous avons au moins une vingtaine d'interviewés. Oui, mais j'ai que le maximum est de 40 interviewés, hein, donc la moyenne, c'est 25, 30 à 35 répondants, hein. Euh, vous pouvez toujours, vous pouvez toujours travailler par soupe de répondants, mais il est toujours important d'expliciter un peu. Mais à la limite, si vous accordez au moins 2 ou 3 paragraphes de rédaction pour chaque répondant, pourrait être suffisant. Sinon, vous pouvez mettre cela au niveau des annexes et dire nous avons quand même une connaissance des répondants, parce que cela suppose que vous avez fait une retranscription de tout. Et au départ, vous avez demandé aux gens de se présenter. Et donc, vous allez prendre ce qu'ont dit les gens par rapport à leur présentation, vous allez les mettre soit en annexe, soit vous allez les mettre en avant avec une interprétation. Mais quoi qu'il en soit, le nombre de répondants d'une analyse qualitative ne dépasse pas les 35 répondants. D'accord? C'est clair? Très bien. Maintenant, je passe au deuxième type d'analyse. C'est l'analyse de discours. Euh, le point de départ de l'analyse du discours, Madame Hint, c'est quoi comme minimum le nombre de répondants? J'avais expliqué ça la séance dernière, mais peut-être que vous n'avez pas accès à la vidéo. Je vais mettre quelques enregistrements sur une page que je viens de créer, celle de SOS Méthodo, euh, et je vais mettre un lien vers la vidéo. Je pense que déjà le groupe Rayaftar, il a des vidéos, je pense qu'il les a stockées, mais je mettrai un complément sur cette page dédiée uniquement à la méthodologie. Mais je vais répondre rapidement à votre question, Madame Hind. J'ai dit minimum c'est 3, maximum c'est 50. Ça, c'est le nombre de répondants. Mais quand est-ce que je vais prendre les 2 ou 3? Parce que j'ai des cas particuliers. Mais je dois croiser cela avec le critère du seuil de saturation. J'avais le critère du seuil de saturation, c'est le répondant N à partir duquel le répondant N plus 1 ne rajoute aucune nouvelle information. Et donc, le seuil de saturation pour des thématiques trop connues, etc., pour être atteint après 15, 16, 17 répondants ou 20 répondants. Mais pour des thématiques nouvelles ou autres, ou lorsqu'il y a beaucoup de cas de figure, peut-être que le seuil de saturation va être atteint au-delà de 30, 34 ou 35 répondants. Mais généralement, les analystes des études qualitatives conseillent de ne pas dépasser 50 cas, 50 répondants. La moyenne, je vais dire, c'est entre 15 et 30. Ça, c'est la moyenne acceptable. Pour les thèses de doctorat, ça dépend de la thématique. Si c'est une thématique, par exemple, qui touche aux cadres, aux managers, aux entrepreneurs, des personnes qui sont pas vraiment trop accessibles, on pourrait accepter des échantillons de 12, 13 ou 14. Ça dépend de l'indulgence des membres du jury. Mais pour des cas, par exemple, de consommateurs, de salariés, par exemple, des gens qui sont vraiment là, on les retrouve tout le temps et ce sont des personnes disponibles et accessibles, généralement, il faut au-delà de 15. Hein. Généralement, il faut au-delà de 15. Sauf si l'analyse qualitative, c'est juste une analyse parmi d'autres et que vous allez conforter par une analyse quantitative par la suite. Là, on est un peu moins regardant par rapport à la rigueur méthodologique qualitative. Hein, vous voyez, Madame Hind. Euh, Par contre, lorsque le dispositif qualitatif est le seul et unique dispositif dans le cadre de la recherche, là, il faut vraiment faire les choses dans les règles de l'art. Hein. Non, pour Maha, pour les focus group, pour les focus group, je considère chaque focus group comme un cas. Je ne considère pas les individus qui composent le focus group comme des individus qui sont à l'intérieur de chaque cas. Non, non, non. Donc, chaque focus group, c'est un cas. Et donc, il faut avoir en moyenne 8 focus group, 10 focus group ou 12 focus group à analyser. Donc, vous considérez le focus group comme un cas, l'entreprise ou un cas d'observation. Simedi, il a dit, j'aimerais savoir quel est l'apport de l'analyse verticale
des répondants sur les résultats. C'est très, très, très important, l'analyse verticale. Ça permet de prendre en considération le texte de chaque répondant et de nous montrer que vous, en tant que chercheur, vous avez un degré d'empathie et donc vous pouvez lire entre les lignes, vous pouvez interpréter les dires des acteurs de la réalité. Et donc l'analyse verticale, c'est trop important. Ayoub, est-il possible de répertorier les réponses au fur et à mesure que l'entretien et par empathie s'aventurer et donner des notations sur des échelles de Likert pour ne pas retranscrire toute l'interview? Non, non, non. C'est Ayoub. C'est Ayoub, c'est Ayoub Benkaïn. Je suis pas du tout d'accord pour résumer tout ce qui aurait été dit par des répondants juste à des échelles, parce que l'échelle de type Likert, par exemple, elle est propre à l'analyse quantitative. Et donc là, vous ne cherchez aucune profondeur. C'est comme si vous visitez une personne que vous avez tant voulu rencontrer, hein, une personne que vous avez rencontrée en ligne et qu'enfin vous allez avoir la possibilité de la rencontrer en live. Et enfin, vous vous contentez d'une ou de 2 minutes. Donc pourquoi vous avez fait tout ce trajet? Ça suffirait de l'analyser de loin par une analyse quantitative. Deuxièmement, vous tuez l'analyse parce que vous n'avez aucun contenu à analyser ou à interpréter si vous faites appel à euh, des, euh, des synthèses des réponses des répondants au fur et à mesure de l'entretien et vous contentez uniquement d'une petite prise de notes. C'est un mine pour contextualiser un modèle. Il faut combien d'entretiens? Euh, bon, c'est bon, hein. C'est au cas par cas. Non, c'est au cas par cas. Il s'agit de quel modèle, combien de variables dans le modèle, est-ce que c'est un process, est-ce qu'il y a des séquences? C'est vraiment au cas par cas. Mais toujours les études qualitatives, lorsqu'on est dans les études de cas, Yin, par exemple, il propose 3 à 6 cas, 3 à 6 pour le nombre de cas. Et lorsque je parle de cas, je parle d'entreprise, je parle d'entreprise analysée en profondeur, etc. Lorsqu'on est dans les répondants, on est entre 15 et 30. Grosso modo, c'est ça, peu importe la problématique. C'est fait seul, tout en s'éloignant du syndrome, tout ce qui se dit par les acteurs dans un terrain est important. On va se perdre dans leur représentation sociale ou les phénomènes étudiés. C'est fait seul. Euh, Tout ce qui se dit par les acteurs dans un terrain est important. On va se perdre dans leur représentation sociale autour du phénomène étudié. Je ne sais pas, est-ce que c'est une question, c'est une affirmation, ou c'est un point de vue. Quand on réalise un point de vue, ce Faisal, il est connu par ses points de vue perspicaces. Alors, Anna, je vais t'inviter à relire les fondements de base de l'interprétativisme. D'accord? Lorsque vous allez revenir sur les principes de base de l'interprétativisme, et ça je viens de le dire tout à l'heure parce que j'avais un cours avec les masters recherche et, euh, et peut-être qu'ils sont aussi avec nous en train d'entendre. Il y a la notion de Verstehen. Verstehen. Revenez sur la notion de Verstehen. Le Verstehen, c'est une notion allemande, hein, c'est un terme allemand qui désigne la compréhension. Au niveau des analyses interprétativistes, nous avons deux niveaux de compréhension. Et donc, nous avons deux niveaux d'interprétation. Déjà, le premier niveau de compréhension, c'est la compréhension que se fait l'acteur de la réalité, de la réalité elle-même, puisque l'hypothèse de base phénoménologique, c'est que la réalité, c'est le fruit de la motivation de ces acteurs. D'accord? Deuxième niveau de Verstehen, c'est l'interprétation que se fait le chercheur de, euh, de la réalité vécue par l'acteur de la réalité. Et donc, nous avons deux niveaux de subjectivité. Et donc, là, vous êtes en train de dire on va se perdre dans leur représentation sociale. C'est ça l'objectif de l'analyse qualitative elle-même. C'est de comprendre les représentations sociales, puisque la représentation sociale de l'acteur de la réalité, c'est ce que fait la réalité elle-même, qui est structurée autour de cet acteur-là. Donc, sans trop nous attarder sur le débat épistémologique,
je passerai à d'autres questions. La durée, oui, à 1 heure, mais là, je vais dire 40 minutes minimum, hein, 40 minutes minimum, jusqu'à 1h30, voire 2 heures. Et si le répondant est prêt à nous donner euh, encore plus de temps, je pourrais carrément organiser une deuxième entrevue avec lui, hein. Je me rappelle une fois, j'avais trouvé un répondant qui était trop trop sympathique, et il a trop voulu me restituer son expérience. Nous avons fait ça sur 3, on a 4 entrevues. Chacune avait duré ça. Et donc, rien qu'avec lui, j'ai eu des pages de retranscription de quelque chose comme 30 pages, je ne me rappelle plus. C'était rien qu'avec un seul répondant. Donc, n'empêchez pas un répondant de vous donner le maximum d'informations parce que c'est une mine d'or. Nada Hassani, est-ce que le fait de travailler sur la population plutôt que sur l'échantillon, sachant qu'elle compte une vingtaine de personnes, nous permet de réduire le risque de faiblesse de représentativité et de répondre à une meilleure euh, reproducibilité et de généralisation des résultats, même dans le cas d'une étude qualitative du cas unique. Bon, j'ai pas trop bien compris votre question, Nada Hassani. Je prends le cas juste parce que la population est composée d'une vingtaine. Non, ça justifie pas. Si la population est composée d'une vingtaine, là je suis dans les études de cas, et donc Yin dit entre 4 et 8 cas. Donc, quand est-ce que je prends le cas unique? Le cas unique, là, je renvoie à Mintzberg, hein. Revenez sur ce que dit Mintzberg et lisez un peu sur Mintzberg. Le cas unique est justifié par le degré de profondeur que nous voulons avoir avec ce cas. C'est comme si ça va être une observation in vivo, hein, in vivo, que je vais passer durant des mois et des mois, des semaines et des semaines. Et donc, faute de temps, je ne pourrais pas passer des mois et des mois en train d'observer plusieurs cas. Et donc, c'est la recherche de profondeur qui pourrait justifier le cas unique. Ou alors, je suis en train de chercher le gros blanc. Tous les cas sont noirs. Et moi, j'ai envie de démontrer qu'il y a des robots qui sont blancs. Donc, je pourrais prendre un seul cas. Euh, je pense que je vais uniquement de répondre à vos questions parce qu'il ne reste que 5 minutes. Je laisserai l'analyse du discours à la séance prochaine. À côté d'un entretien semi-directif, est-ce qu'on peut renforcer notre étude de grille d'évaluation pour les recherches comparatives? Oui. Vous pouvez chercher à avoir une grille pour les études comparatives et vous pouvez alimenter la même grille par différentes sources d'informations, des observations, des entretiens, des enregistrements, des retranscriptions, une réutilisation de données antécédentes, etc. Et Marlif, est-ce qu'il y a la possibilité de faire des entretiens par email dans ces conditions? Oui, par email, bah oui, pour le digital, mais par email, euh, non, je pense pas, hein. Déjà, احنا on n'est pas on n'est pas في الفتاوى، مش هذه تجوز وهذه لا تجوز. On est en train juste de, de- mais il y a déjà les entretiens assistés par ordinateur, c'est-à-dire des lives. Faites des lives, faites des vidéos sur Teams ou sur Zoom ou n'importe quel outil qui permettrait d'enregistrer. Parce que le principe de base et de l'entretien, c'est d'entretenir avec une personne, c'est d'échanger, c'est de papoter, c'est de se décontracter et donc sortir du cadre formel. Plus vous sortez du cadre formel, plus le répondant sera à l'aise et plus il va vous restituer de l'information. Donc si vous voulez travailler uniquement par mail, c'est comme si vous tuez l'entretien. Sauf si avec le répondant, c'est quelqu'un qui est dans le milieu de la recherche, فاهم حتى هو, il pourrait jouer. ولكن بصفة عامة راه ce n'est pas vraiment acceptable. Comment peut-on avoir des rendez-vous responsables
Ça, c'est la question, c'est le tour de tous les chercheurs du monde. Alors, Safa Amma, comment on peut avoir des rendez-vous avec les responsables? La première des choses, intégrer des associations professionnelles. Machine LinkedIn, intégrer des associations. Alors, parce qu'il faudrait que le responsable ait le sens du partage scientifique. Il faut qu'il ait un peu cette confiance dans les travaux scientifiques. Parce que si vous avez un responsable à tlaqa ma'ah, demain ou après-demain, tu vas lui poser la question, salarié, est-ce que tu déclares tout le monde? Est-ce que tes salariés sont satisfaits? À du oh, mais toi, c'est qui t'envoie? Est-ce que tu viens du fisc ou là tu viens de l'inspection du travail ou tu viens de la part de qui? Et donc, deuxièmement, les responsables n'acceptent généralement pas de partager des choses qui sont comme des secrets de la maison. Et donc, il faudrait passer par des associations professionnelles. Il y en a beaucoup, ici à Casa ou là à Marrakech ou autres, par des personnes qui pourraient appartenir à des groupes qui partagent la connaissance, passer à travers des connaissances, le directeur de thèse, les connaissances que vous avez au laboratoire, les autres professeurs, les confs l'école, ou l'université, ou la fac. Il faut du contact relationnel one-to-one pour mettre le répondant en cause. Euh, D'autres questions? Si le répondant est inaccessible que par mail, on prendra quand même ses réponses en considération. Madame, si le répondant n'est accessible que par email, là, vous allez essayer de l'inviter à rédiger le maximum et vous allez considérer ce que vous avez comme un contenu et non comme un entretien. Et donc, ça va être un contenu que vous allez analyser. Et donc là, on va généralement faire appel à l'analyse de discours. Euh, C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire un entretien avec une personne sans qu'elle le sache? Là, non, non. C'est contradictoire à l'éthique. C'est-à-dire enregistrer quelqu'un sans qu'il le sache, sans son consentement. Non, ça c'est une erreur et ça la non. Si vous voulez observer son comportement de loin, il faut l'observation, mais après l'entretien. Et donc là je parle à Sadia, Louanbi. Euh, Là vous êtes dans l'observation du comportement. Et donc lorsqu'on observe un comportement, il faut que ce comportement soit un comportement public. يعني يا اما هذاك السيد اللي en train de dispenser un discours de vente بحال دابا انا هنايا خدام كنهضر معكم دونك شي واحد الا سجل هادشي اللي كنقول ما عنديش منين نشدو لانه انا اصلا لو ديسكور كو جو دون ماتنون سي ان ديسكور بوبليك سي ان كومبورتمون بوبليك ولكن تقول لي اجي نهضر معاك غير بيني وبينك وفي الاخر غادي نوض نفضحك داكشي اللي قلتي نوض نكتبو لا كوميتي سيانتيفيك ما بقاتش ايتيك هادي. ميرسي énormément merci. Euh, Si Mehdi, dans une analyse mixte Calicante, peut-on faire une analyse verticale et horizontale seulement sans l'analyse thématique pour valider nos résultats? L'analyse verticale, c'est lorsqu'on se base sur le répondant 1 à 1. L'analyse horizontale, c'est une analyse. Soit vous allez prendre l'analyse thématique généralement et vous allez l'interpréter en vrac, par thème, soit vous allez l'approfondir par l'analyse des sous-codes, etc. Mais horizontal et vertical sous-entend déjà que vous avez fait la thématique dans l'horizontale. Par exemple, une association à cas, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a énormément, hein. Déjà, les Rotary, les Lions, etc., sont des associations où il y a beaucoup de décideurs. Il y a énormément de décideurs. Il y a tout ce qui est COC, Chambre française, etc., sont aussi des associations ou des clubs. Il y a des, il y a des communautés que vous pouvez trouver, surtout à l'ISKE. L'ISKE, ce n'est pas pour leur faire la publicité, mais j'ai assisté à des soutenances de thèse à l'ISKE et j'ai retrouvé que vraiment, il y a beaucoup de chercheurs à la base
soit consultants, soit des chefs d'entreprise, soit des directeurs. Et donc, c'est quand même une communauté de praticiens qui est initiée en recherche scientifique. Et donc, si vous avez un contact à l'ISKE, je pense qu'il pourrait vous faciliter beaucoup la tâche. Et je pense que si Salah Nabira peut en témoigner s'il est avec nous, mais c'est lui qui est derrière déjà l'idée d'Yelt Qraya Fadda, avec et nos chers amis que je salue au passage. Mais par exemple, ce sont des gens à l'intérieur du monde professionnel et du académique. Vous voyez, passez aussi par réseau, essayez de voir des gens fintikounou, il faut rencontrer سيروا les conférences. Conférences, ما عرفتش علاش les doctorants تنساوهم, mais les conférences, c'est l'endroit idéal pour rencontrer les répondants. لأنه هو كي يكون un professionnel يصنت لشي حاجة qui l'intéresse, انت كتقول ليه moi je suis بحال هاد الناس اللي كتصنت ليهم, ولكن je m'intéresse à ton cas, اجي نخدموا ensemble, ton cas pourrait faire l'objet d'un article, اجي نكتبوا un article ensemble. Faut l'intéresser aussi par شي حاجة, parce que علاش هو غادي يعطيك نقطة. بالنسبة للسير monsieur, lorsque le phénomène étudié concerne uniquement une seule entreprise, bien maintenant, on a vraiment besoin de cas unique, bien sûr, متفق معك 100%. Euh, je pense que ça va être la dernière ligne droite, ce sont la dernière question auxquelles je vais répondre parce qu'on est déjà à 5 minutes. Peut-on enregistrer l'entretien quand même tout en respectant l'anonymat et l'outil ne sera utilisé que pour nous-mêmes? Oui, oui, sûr. Douce amère, je ne sais pas c'est quoi votre prénom. Non, mais bien sûr, il faudrait assurer le répondant, prendre son aval. Blacks, je viens de discuter de cela récemment avec des collègues, notamment si Zakaria Ben Ghazala, salue aussi au passage, et si Mohamed Hachibi, que je salue aussi. Là, récemment, il y a des tendances pour cacher vraiment le nom des entreprises lors de présentation de résultats d'études qualitatives. يعني بالعكس واخا انت بغيتي دير le nom de l'entreprise, le directeur de thèse va يقول لك non, il faut pas. Changer ce nom par un autre nom. بحال دابا l'entreprise s'appelle Cosumar, انت غتسميها Satimar مثلا, pour ne pas l'appeler هذيك X ou Y باش ما نبقاوش كنطيحوا في les redondances, pour que les résultats soient trop objectifs et que les gens n'aient pas de sentiment pour les résultats si jamais ils ont une position quelconque par rapport à l'entreprise. Dernière question avec laquelle je vais synthétiser. Quelle est la méthodologie adéquate qu'on pourrait adopter en premier? Quelques directifs, 10 ou 12. Ça va être des de contextualisation pour comprendre votre problématique. Et donc, l'analyse et l'interprétation va être très rapide. Parce que l'analyse manuelle que je viens de vous montrer, l'analyse de contenu thématique que je viens de vous montrer, là, généralement, elle se fait d'une manière manuelle, hein. Le logiciel NVivo n'est pas indispensable. Vous pouvez le faire parfaitement d'une manière manuelle et rapide. Et donc, ça pourrait être une très bonne un article pour boucler un article en première année, parce que si les répondants sont accessibles, c'est quelque chose que vous pouvez faire en 3 mois, 4 mois maximum, hein. Très bien, il est déjà 18h06. Je vous remercie énormément de votre attention. Rendez-vous sur la page que j'ai créée spécialement pour les débats méthodologiques qui s'appelle SOS Méthodo. Sur l'inbox, posez-moi des questions ou alors partagez des contenus si vous voulez sur la page elle-même. Je mettrai le maximum d'audio ou de vidéos possibles à vos questions. Généralement, je ne vais pas répondre au cas par cas parce que vous comprenez, hein, que les échanges prennent de temps. Et je ne pourrai malheureusement pas accorder beaucoup de temps à chacun d'entre vous parce que vous comprenez, c'est une heure, c'est une réponse. Nous avons aussi beaucoup de cours à donner, beaucoup de doctorants à encadrer, etc. Donc généralement, je vais vous laisser des enregistrements ou des vidéos qui peuvent illustrer le tout. Inch'Allah, dans les jours qui suivent. Déjà, il y a des vidéos qui sont déjà prêtes pour cette analyse qualitative. Ils sont déjà prêtes, donc ce serait bien de les visualiser. J'essaierai de les mettre à la prochaine
Comme ça, vous les voyez et on passe directement à la réponse aux questions. Donc, merci infiniment et je vous dis à la séance, même créneau, même heure, Inch'Allah. Oui, la prochaine séance, on va parler de l'analyse de discours et le logiciel trop. Sinon, d'ici la séance prochaine, j'espère que j'aurai le temps de mettre sur le logiciel trop en ligne. Ils sont déjà conçus, le montage est fait, tout est bon. Ce n'est le temps de les mettre sur Internet. Généralement, je vais les mettre sur Udemy pour au moins le droit d'auteur. Je vous cas que j'avais déjà fait beaucoup de vidéos sur YouTube et autres avant, mais il y a beaucoup de personnes qui prennent donc les vidéos, ils les réutilisent, il n'y a plus de droit d'auteur, il n'y a plus quoi que ce soit. Mais même contenu, je les vois balader sur Internet avec des commentaires pas très sympas. Franchement, je préfère garder plus ou moins le droit par rapport à mes vidéos, par rapport à mes contenus. Je vous remercie et à la séance prochaine, Inch'Allah. Je suis sur la page de la visualiser au moins chaque jour, Inch'Allah. Merci beaucoup, à la prochaine.